Vous êtes sur RTL. Édition sur mini.fr. 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. l'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme tous les jours par Justine Vignot avec Émilien Vinet, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission ce soir consacrée à l'affaire Dany Le Prince. Tout le monde se souvient de ce massacre découvert en septembre 1994 dans une maison du village de Thorigné-sur-Duet dans le département de la Sarthe. Christian Le Prince, son épouse Brigitte, deux de leurs filles, Audrey, 10 ans, et Sandra, 6 ans, littéralement massacrés à l'arme blanche. Le troisième enfant du couple, Solène, une petite fille âgée de 2 ans, est retrouvée, elle, saine et sauve, dans sa chambre de la maison du crime. Alors, il reste pour beaucoup de ceux qui connaissent les détails de ce dossier, le sentiment que l'enquête et l'instruction ont été conduites uniquement à charge et que Dany Le Prince n'a pas bénéficié d'un procès équitable. C'est en tout cas le sentiment de beaucoup d'auditeurs qui nous contactent régulièrement par l'intermédiaire d'RTL.fr pour nous demander à la page de l'heure du crime de faire le point sur les nombreuses zones d'ombre des dossiers qui les ont particulièrement marqués. Et parmi les dossiers marquants, il y a évidemment cette affaire Dany Le Prince. La dernière demande en date est d'ailleurs celle d'une auditrice du Mans que je salue au début de son émission, puisque on répond à sa demande. Elle s'appelle Chantal et elle nous dit voilà, je voudrais que vous racontiez et que vous décryptiez cette affaire Dany Le Prince qui a marqué notre région. Et elle ajoute: pensez-vous qu'il s'agisse d'une erreur judiciaire et que le ou les vrais assassins courent toujours? Alors, je voudrais juste dire un mot à Chantal et à tous ceux qui sont passionnés par cette affaire. Il faut quand même préciser d'abord que la justice a tranché. Pour elle, Dany Le Prince était coupable. Il a été condamné à perpétuité pour cela. Il est maintenant, il a été libéré sous condition en 2012 et il est toujours, à ma connaissance, sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de s'exprimer sur l'affaire dans les médias. Alors, on ne peut pas vous dire, évidemment, en tout cas nous, les journalistes, si Dany Le Prince est coupable ou non, mais nous pouvons avoir un avis sur les zones d'ombre qui subsistent, sur les questions sans réponse, sur un certain nombre, on va dire, de dysfonctionnements qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas bénéficié à Dany Le Prince. Donc condamné, je le rappelle, en 1997, avec, à l'époque, l'impossibilité pour un condamné de faire appel d'une décision de cour d'assises. On va reprendre tout cela en détail, tout le dossier, avec deux invités qui sont parmi ceux qui connaissent le mieux cette affaire. Anne-Sophie Martin, ma consoeur, journaliste spécialisée dans les faits divers et réalisatrice de documentaires de télévision. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Jacques. Alors vous aviez consacré d'ailleurs une enquête de télévision pour M6, qui a été diffusée d'ailleurs sur l'antenne d'M6 en novembre 2006, l'énigme Le Prince, et il y a beaucoup de choses à dire sur les conditions de ce tournage et sur ses conséquences également, on y viendra tout à l'heure. Et puis maître Claude Laurent du barreau de Paris. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été l'avocat de Dany Le Prince pendant 1 an, mais vous êtes beaucoup occupé de cette affaire. C'est maître Yves Baudelot qui assure sa défense par la suite et encore, je crois, aujourd'hui. Vous êtes membre de l'association Action Justice, créée par Roland Agré, et Roland Agré est décédé en 2016. L'association de lutte contre les erreurs judiciaires continue, évidemment, et on vous demandera évidemment tout à l'heure votre sentiment sur toute cette affaire. Et puis nous aurons vers 20h45 à la fin de l'émission, pour la dernière partie, en tout cas, Christine Fournier. C'est une amie du couple Christian et Brigitte Le Prince, donc des victimes à l'époque. Elle est présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Thorigné-sur-Duet. Elle est également membre de l'association Action Justice et nous verrons avec elle ce qu'elle pense de l'état du dossier aujourd'hui en 2018. On retrouve mes invités dans un petit instant, mais d'abord, je vous raconte très rapidement comment tout a commencé en ce matin du 5 septembre 1994 dans ce petit village de la Sarthe. Nous
sommes donc dans la campagne sartoise en septembre 1994, dans un village d'un peu plus de 1500 habitants, Torigné-sur-Duet. Dans ce village, les familles de deux frères, les frères Le Prince, Dany et Christian, vivent dans des maisons voisines. Christian est à la tête d'une entreprise de carrosserie prospère. Dany, lui, est agriculteur. Il travaille aussi la nuit à la Socopa, une entreprise de boucherie industrielle où il conditionne la viande hachée en steak. À la sortie du village, la Gualtière, une grosse ferme qui abrite les parents des Le Prince, Robert et René. Alain, le Benjamin, travaille également à la Socopa et la femme de Dany, Martine, s'occupe exclusivement de la ferme familiale et de son élevage de porcs. Mais par le passé, elle aussi a travaillé à la Socopa où elle taillait et désossait les quartiers de viande à l'aide de couteaux et de feuilles de boucher. Quant à Brigitte, la femme de Christian, elle travaille à la poste où elle rejoint son guichet chaque matin à 8h30. Dany et Martine Le Prince ont une fille, Célia. Brigitte et Christian en ont 3, Audrey 10 ans, Sandra 6 ans et la petite dernière, Solène 2 ans. Coup de tonnerre dans ce village tranquille le 5 septembre 1994 au matin. Des ouvriers de la carrosserie Le Prince qui n'arrivent pas à joindre leur patron découvrent en se rendant chez lui une véritable boucherie. Christian et toute sa famille ont été littéralement massacrés. Le lendemain, l'envoyé spécial d'RTL sur place, Yves Roger, raconte les circonstances du drame et il revient sur les premiers éléments de l'enquête. Il faut remonter au départ, hier matin, à 9h15, un employé inquiet de ne pas voir son patron à l'atelier de carrosserie décide d'aller chez lui dans sa maison, un peu à l'écart, à environ 3 km de là, à la sortie du bourg. Il pousse la porte et découvre dans le couloir le corps de Christian Le Prince. Il porte une plaie profonde au dos et à la moitié du visage arraché. Les gendarmes, aussitôt alertés, trouvent ensuite dans la cuisine le corps de Brigitte Le Prince et dans une chambre les corps des 2 petites filles, Sandra 10 ans et Audrey 7 ans. Et puis derrière une porte, apeurée mais vivante, le 3e enfant du couple, Solène, âgée de 2 ans. Il y a du sang partout, jusqu'à l'extérieur de la maison, près de la boîte aux lettres. Pour ceux qui ont vu, c'était l'horreur, un véritable massacre. Tous les corps étaient mutilés. D'après les gendarmes, une seule arme aurait été utilisée, une sorte d'objet lourd et tranchant. C'est pour ça qu'on parle, comme vous le rappeliez il y a un instant, de hachette ou de hache. L'heure du crime se situe en effet entre 20h et 22h dimanche soir, car si les enfants étaient en pyjama, les parents étaient encore habillés. Il n'était donc pas très tard. Alors, dans le voisinage, il faut bien préciser que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, aucun chien n'a aboyé. Et pourtant la maison du frère du carrossier se trouve à quelques dizaines de mètres de là, et d'autres voisins sont installés un tout petit peu plus loin. La section de recherche de la gendarmerie d'Angers est chargée de l'affaire. Le chef d'enquête, le capitaine Roger Lambert, assisté des gendarmes de Conneré, la ville voisine, et du Mans également, abandonne très vite la piste du rôdeur. Les enquêteurs découvrent en effet plusieurs couteaux utilisés par le ou les bourreaux des victimes. L'un en inox, la lame cassée est retrouvée sur les lieux du drame. Un second couteau est retrouvé dans un tiroir de Martine, la femme de Dany. Mais on cherche encore l'arme principale. Les enquêteurs pensent donc, comme il vient d'être dit, à un hachoir, ce qu'on appelle une feuille de boucher, qui sera finalement retrouvée dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Le 12 septembre, coup de théâtre. On apprend que Dany Le Prince a craqué. À la 46e heure de sa garde à vue, il a avoué le massacre. Il est inculpé aussitôt par la juge d'instruction, Céline Brunetière, qui le met en détention provisoire. Question. Un seul homme a-t-il pu commettre seul ce massacre en 40 minutes? À qui appartient le bouton retrouvé à côté du corps de Sandra qu'on ne peut attribuer à aucune des victimes? À quoi correspondent les empreintes sanglantes de chaussures féminines relevées sur la scène du crime, ainsi qu'une autre empreinte de chaussure de marque Doc Martens, masculine celle-là, et d'une pointure qui n'est pas celle de Dany Le Prince? À qui attribuer les 2 ADN masculins relevés sur le manche d'un des couteaux et la touffe de cheveux qu'une des petites victimes serrait encore dans une de ses mains? À qui appartient-elle? Voilà, c'était pour se replonger dans l'ambiance de cette époque avec toutes les questions que les enquêteurs vont avoir à résoudre.
certaines de ces questions auront une réponse, d'autres seront très fortement contestées par la suite, à la fois par Dany Le Prince et également par ses avocats. Nous y revenons dans un instant après une première pause. On retrouvera nos invités. Comme. Bonne soirée et bel été avec RTL. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let Me Down Slowly, c'est le titre de la chanson. C'était Alec Benjamin à l'instant sur RTL. 20h, 21h, L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Les invités de l'heure du crime ce soir pour cette émission consacrée à l'affaire Dany Le Prince, Anne-Sophie Martin, les journalistes spécialistes de faits divers, réalisatrice de documentaires. On le disait tout à l'heure, elle a tourné à l'époque de l'affaire un film qui a été diffusé en 2006 pour M6. C'était une enquête commandée par M6, l'énigme Dany Le Prince, et maître Claude Laurent du barreau de Paris, qui était d'une part l'avocat de Dany Le Prince pendant 1 an, mais qui a continué à s'occuper de l'affaire à travers l'association Action Justice à laquelle il appartient, comme d'autres avocats d'ailleurs, et toujours aujourd'hui malgré la disparition de Roland Agré. Alors, Anne-Sophie Martin, là, on rappelait très rapidement les circonstances. Enfin, c'est un coup de massue qui tombe dans ce petit village tranquille. Il va y avoir évidemment les... Alors, je voudrais dire, moi, mon sentiment, c'est que l'enquête de la gendarmerie n'a pas été bâclée. On a dit que cette enquête avait été mal faite, mais à mon avis, on se trompe. Mais en revanche, que l'instruction ait pu être chaotique ou que un certain nombre d'éléments n'ont été recherchés que à charge, ça c'est autre chose. Quel est votre sentiment sur tout cela ? Alors moi, mon sentiment, c'est que on tombe là sur une affaire qui part assez mal dès le début. Elle part mal parce que vous avez des constatations qui sont assez problématiques quand même, puisque effectivement, il y a des éléments qui sont un peu douteux sur la scène de crime elle-même, et ces éléments-là, ils vont pas du tout être exploités pendant l'instruction.
exécution. Vous parliez des ADN, il y a les traces de pas, c'est quand même un bouton assez qui aura rare, disparu quand on s'y intéressera. Voilà, hein. donc il y a des éléments, il y a une certaine confusion au début d'enquête. C'est pour ça qu'on a dit que avant d'être mené à charge, il y avait un problème, notamment de gel de la scène de crime, de préservation, etc. des lieux. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les médias arrivent, c'est un déferlement médiatique. Alors, tout le monde est stocké en haut de cette petite route qui mène à ces deux maisons, qui sont les maisons des frères. C'est des terrains qui ont été donnés par les parents, hein, et ils se sont installés vraiment à 15 mètres l'un de l'autre, deux petits pavillons, etc. Et tout ça est bloqué, et les journalistes courent toute la région pour savoir des choses, essayer de trouver des témoins, etc. Sauf qu'il n'y a pas de témoins. Sauf qu'il n'y a aucun témoin. Donc il n'y a personne sur qui s'appuyer pour avoir un morceau de vérité. Mais il y a des rumeurs, on raconte qu'il y a de la jalousie entre les frères, qu'il y en a un qui a réussi et l'autre pas, etc. Quoi. Voilà, et alors il y a aussi, si vous voulez, l'idée que Dany Le Prince travaille dans une boucherie, hein, vous l'avez dit, la Socopa, et que donc boucher égale je sais tailler des corps et couper des carcasses. On a parlé du boucher de la Sarthe. Et voilà, et donc on disait le boucher de la Sarthe. Et on a découvert bien après, et ce n'était pas dans les journaux de l'époque, qu'il s'occupait en fait de conditionner des steaks hachés. Et donc ça correspondait pas du tout à l'équarrisseur ou etc. La vie de l'abattoir un peu spectaculaire avec force, etc. Donc on a tout de suite habillé assez vite Dany Le Prince du rôle du possible auteur des faits. Alors, ce que demandent les médias à leurs journalistes qui sont sur place, mais qui est cet homme qui est dans le collimateur de la justice, il faut dire, mais ça on y reviendra très longuement tout à l'heure, il est accusé assez rapidement par sa femme et par sa fille qui disent, mais on a vu Dany massacrer son frère à l'extérieur de la maison, hein, cela dit. Alors, qui est cet homme? Écoutez, un document RTL qui date du 10 septembre 1994, c'est 5 jours après le drame. On vient d'apprendre alors que Dany Le Prince venait d'être mis en examen pour quadruple meurtre, et sur RTL, c'est Xavier Bénéroso qui dresse le portrait du meurtrier présumé. Chaque matin, il partait aux abattoirs de la Socopa, à une vingtaine de kilomètres de Torigné. Chaque après-midi, il allait travailler dans les champs. Il aidait son épouse, Martine, qui élève une 60aine de porcs à la ferme de Limbaudière. Le meurtrier présumé était un travailleur acharné. Il se tuait même à la tâche, disent certains. Jamais de repos, jamais de temps mort. Dany Le Prince s'activait. C'est encore à cause de son travail que le frère de Christian a laissé de côté son passe-temps, un poste de dirigeant de l'équipe de foot de 2e division. Dany le calme, sans violence. Un homme de 36 ans que l'on dit peu bavard, il avait épousé une femme à son image, une bosseuse qui ne reculait pas devant les tâches pénibles, qui savait conduire un tracteur, avoir des responsabilités en tant que parent d'élève, accueillir des écoliers dans sa ferme et s'occuper de Célia, Pauline et Marion, les 3 petites filles du couple. Pourquoi Dany est-il devenu un bourreau de travail? Avait-il besoin d'argent? Et pour rembourser qui? Son frère Christian, chez qui on a retrouvé une reconnaissance de dette? Ou bien Dany entrait-il dans la catégorie des agriculteurs super endettés? Nul ne le sait. Aujourd'hui, cela fait très précisément 17 ans que Martine a épousé Dany. C'est leur anniversaire de mariage. Alors, maître Claude Laurent est invité également de cette émission. On l'a dit, vous avez été l'avocat de Dany Le Prince pendant une année, mais assez longtemps après. Pendant la révision. Voilà, pendant la révision. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose en tête que je viens d'oublier, mais on va parler du personnage de Dany Le Prince tel que vous l'avez rencontré. Comment avez-vous vous-même reçu l'image de cet homme qui, il faut le dire, avait avoué en garde à vue à la 46e heure de garde à vue, c'est 48 heures une garde à vue, c'est vrai, mais qu'il n'avait parlé que du meurtre de son frère. Voilà, mais avant de répondre à votre question, si vous me permettez de faire une toute petite parenthèse sur les faits eux-mêmes. Oui. On est en 94, donc ça n'a plus rien à voir avec une enquête actuelle qui part de l'idée, on va chercher de l'ADN pour remonter au coupable, ou on va voir sur la téléphonie qui a borné à... Bon. Donc, le problème de ce dossier, c'est que vous n'avez aucun élément matériel, par exemple de l'ADN des empreintes, contre Dany Le Prince sur la scène de crime. Rien. Donc, le principe de Locard qui dit que tout criminel apporte sur la scène de crime un élément et en ramène un, ne correspond pas au coupable Dany Le Prince. Et autre chose très importante, c'est que effectivement ces aveux à la 46e heure
sont un élément qui, à l'époque, était l'élément essentiel, qui a été remplacé un peu par l'ADN aujourd'hui. Oui. Mais on a aussi, dans les affaires criminelles, de nombreuses personnes, Patrick Dils, un certain Padé, qui ont avoué aussi à la 46e heure. Bien Donc sûr. Ça, je crois que c'est pas un élément si important que ça. Par contre, c'est vrai que vous avez deux personnes... Important, mais ça pèse très lourd dans un dossier judiciaire. Hein, voilà, surtout à l'époque. Ouais. Les deux, Martine Le Prince et Célia, qui accusent Dany. Épouse et l'une des trois filles du couple. Cependant, si on prend minutieusement les déclarations de l'une et de l'autre, ça n'a pratiquement rien à voir. Mis à part qu'elles accusent Dany Le Prince, mais sinon... Pour la description de la scène, c'est totalement différent. Alors, c'est un élément essentiel de ce dossier, effectivement. Une pause tout de suite, on se retrouve après et on va parler que de ça. Oui. Parce que il y a ces accusations pendant l'instruction, il y a ces accusations qui continuent pendant le procès, et puis il y a ce qu'on a découvert postérieurement au moment de l'enquête qui... Tout le monde l'espérait, tous ceux qui étaient proches de cet homme à l'époque, et notamment Action Justice, espéraient que ce seraient des arguments qui allaient être pris en considération par la commission de révision des affaires pénales. Et on parlera de ce procès en révision qui n'a jamais eu lieu, évidemment. Ono.fr RTL. RTL. Jacques Pradel, l'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'affaire Dany Le Prince, on en parle avec mes invités Anne-Sophie Martin, journaliste spécialiste de faits divers et qui a donc beaucoup travaillé sur ce dossier Dany Le Prince, maître Claude Laurent du barreau de Paris, qui connaît évidemment particulièrement bien le dossier puisqu'il a été pendant un an l'avocat de Dany Le Prince et il a beaucoup travaillé dans le cadre de l'association Action Justice sur une contre-enquête, on va dire, pour tenter d'obtenir un procès en révision. Et
évidemment, on a quoi? On a un homme qui avoue à la 46e heure de garde à vue, qui n'avoue que ce que personne n'a noté à l'époque, que le meurtre éventuel présumé de son frère, qui ne parle jamais des autres victimes. Et puis arrive le procès. On est en 1997, le 11 décembre 1997. La femme de Dany Le Prince, Martine, sa fille, Célia, confirme à la barre leurs accusations. Dany Le Prince, selon elle, est bien l'auteur du massacre. Dès les premières éditions du journal de la rédaction d'RTL, Yves Roger, qui suit ce procès pour notre station, raconte cette audience particulièrement intense et aussi, il faut bien le dire, pénible. Premier face-à-face avec Martine en instance de divorce, tout de noir vêtu, le visage émacié, elle parle d'une petite voix pour accuser son mari. À un moment, elle s'arrête longuement et pleure lorsqu'elle raconte qu'elle a vu dans la maison de Christian les corps de Brigitte et de ses 2 nièces. Le président doit suspendre les débats. Martine revient et s'écrie en sanglotant « Dany, pourquoi as-tu fait ça ?» Dany Le Prince, impassible, prend des notes, consulte son dossier qui est à côté de lui et se penche vers son avocat pour lui parler. L'après-midi, c'est au tour de Célia de se retrouver après 3 ans devant son père. C'est une belle jeune fille de 18 ans, veste mauve et petite jupe noire. Elle aussi pleurera à plusieurs reprises, l'émotion est trop forte. Elle raconte comment elle a vu l'accusé tuer Christian et termine en disant « Je n'imaginais pas que papa pouvait faire une chose comme ça ». À la fin, Dany Le Prince se lève et dit « Je suis content de revoir Célia en dehors du fait qu'elle ment pour protéger sa mère ». Et il s'adresse directement à elle « Je te le demande Célia, je t'en supplie, dis la vérité ». Mais Célia ne dira rien de plus. Alors, Anne-Sophie Martin et Claude Laurent, je voudrais maintenant qu'on ne parle que de ça. C'était quoi les premiers témoignages, Anne-Sophie Martin, de cette femme, l'épouse de Dany Le Prince, témoignage conforté par celui de sa fille Célia? Alors, sa première attitude à Martine Le Prince, c'est de ne rien dire, c'est d'appuyer un mari innocent. Le couple n'a rien à voir avec la boucherie de la maison d'à côté. Voilà. Donc ça dure quand même un certain temps. Et puis il y a même d'ailleurs une lessive qui sera suspecte et qui désignera presque plus comme suspect Martine Le Prince dans les jours qui suivent, les 4-5 jours après. Elle a pu laver des vêtements ensanglantés. Voilà. Donc on se dit peut-être que le couple est impliqué. Bon. Et puis ensuite, effectivement, Martine Le Prince dit j'ai vu mon mari, j'ai même essayé de l'empêcher. Enfin, elle va beaucoup évoluer dans son témoignage. Il faisait nuit, Christian semblait rentrer près de la haie, près de la boîte aux lettres, et là, il l'a frappé, il ne pouvait pas s'arrêter. Bon. Et la jeune fille, donc Célia, qui a 16 ans à l'époque, dira à peu près la même chose au niveau factuel. C'est-à-dire, oui, j'ai vu mon père, lors d'une pause de la publicité, je suis sortie, etc., et j'ai vu mon père taper sur son frère. Je n'en imaginais pas capable. Donc, factuellement, les 2 témoignages correspondent à peu près. Sur les horaires, en revanche, il y aura discussion. Et puis après, si vous voulez, c'est tout le rôle de Martine Le Prince qui deviendra très très mystérieux, très bizarre, et l'évolution de son témoignage fera que à la fin, si vous voulez, c'est un couple qui va s'affronter. C'est-à-dire que, en fait, Dany accusera Martine qui accuse Dany. Donc, en fait, ils vont se renvoyer la balle, et au moment du procès, elle l'emportera. Mais moi, je me souviens d'avoir discuté avec Jean-Louis Pelletier, un célèbre avocat qui était le sien à l'époque du procès, et lui, il penchait plutôt pour une Martine avec un rôle dans cette affaire, plus ou moins clair. Alors, Claude Laurent, au procès, en tout cas, l'intime conviction des jurés est emportée par ces témoignages. Plus tard, puisque là, vous connaissez bien le dossier, cette femme qui a jamais dit qu'elle était rentrée dans la maison, on va dire qu'elle est rentrée dans la maison, c'est ça? Tout à fait. Et il y a tout ce qui tourne autour de cette petite fille de 2 ans, Solène, retrouvée vivante dans la maison. Martine Le Prince va finir par dire qu'elle est rentrée dans la maison, qu'elle a enjambé les corps et qu'elle a trouvé cette petite fille. Et qu'est-ce qu'elle raconte après? Alors, oui, c'est vrai que c'est un élément 2 ans après. Mais c'est après le procès, ça a été, elle a été obligée, puisque c'est la nourrice qui a expliqué à un moment donné que la petite, voyant la photo, tonton méchant, enfin, un épisode pathétique, parce que c'est impossible qu'une enfant de 2 ans reconnaisse sur une photo. Donc, cet élément-là a fait que Martine Le Prince a dit, effectivement, ça me revient maintenant. J'osais pas le dire ou j'avais oublié, mais je suis rentré dans la maison. Et donc, rien que ça, on se demande pourquoi elle n'a pas été mise en examen à ce moment-là. Parce qu'elle ment,
Elle ment une première fois, une deuxième fois. Un élément, si vous permettez que je fasse une petite parenthèse qui est très important, c'est le témoignage de Célia. Qu'est-ce qu'elle dit, Célia? Elle dit, juste avant que je vois les deux hommes, dont mon père brandissant un objet brillant, juste avant, et ça c'est très important dans son témoignage, j'entends dans la maison, alors que d'habitude les fenêtres sont allumées, les fenêtres sont fermées, des cris d'enfants. Des cris d'enfants. Et pendant que je vois cette scène abominable, de l'un qui tape sur l'autre, j'entends des pas dans la maison. Donc ce qui veut dire que si on se fie à ce témoignage, il y avait deux auteurs. Et par la suite, l'enquête de la commission des révisions revient sur cet élément, le fait coïncider avec les éléments nouveaux. Oui. Alors, et ensuite, mais ça on va en parler dans un tout petit instant, peut-être avec vous, Anne-Sophie Martin, on va s'apercevoir que Célia et Martine, la mère et la fille, qui ont décrit la même scène, auraient dû se voir à ce moment-là l'une l'autre, et que ça n'a pas été le cas. Vous allez nous expliquer pourquoi. 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. Oh, I am a giant. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. Oh, I am a giant. Roll the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt. I
l'avez certainement reconnu au passage, à l'instant, c'était Calvin Harris et Rag & Bone Man sur RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors le procès, évidemment, on le précisait tout à l'heure, en 1997, on ne peut pas faire appel d'une décision d'un procès en cour d'assises. Le procès va basculer vers la culpabilité de Denny Leprince, et c'est sur la base notamment de ces témoignages terribles qu'on évoquait il y a un instant qu'il sera condamné à perpétuité par la cour d'assises de la Sarthe le 16 décembre 1997. C'est une condamnation qui est assortie d'une période de sûreté de 22 ans, comme le racontait sur l'antenne ce jour-là Yves Roger, qui avait suivi tout le procès pour RTL. Denny Leprince, si présent et bavard pendant son procès, n'a rien dit en entendant le verdict. L'accusé est donc condamné pour avoir tué son frère Christian, sa belle-sœur Brigitte et ses deux nièces Audrey et Sandra. Dans sa plaidoirie, son avocat Jean-Louis Pelletier a dit qu'on ne condamnait pas un homme sur des silences, des non-dits, des mensonges et des fantasmes, et il a essayé de démontrer qu'il y avait un inconnu dans la maison qui aurait laissé des traces de pas, mais les jurés ne l'ont pas suivi sur ce terrain. Pour l'avocat général, Denny Leprince était un peu comme une centrale nucléaire mal entretenue et prête à exploser à tout moment. Cela dit, il reste encore pas mal de zones d'ombre dans cette affaire. Quel a été le rôle exact de sa femme, Martine, et surtout, quel est le mobile? On a bien parlé de jalousie et de problèmes financiers, mais est-ce suffisant pour expliquer une pareille sauvagerie? Denny Leprince, qui a décidé de se pourvoir en cassation, a dit et répété qu'il était innocent, mais ses aveux, plus les témoignages accablants de Martine, de sa fille Célia et de Solène, la seule rescapée, ont convaincu la cour d'assises. L'avocat de la petite fille était satisfait de ce verdict. Il fallait ça pour Solène, a-t-il dit. Solène, qui est orpheline, elle aussi à perpétuité. Alors, bien entendu, Denny Leprince va rester en prison très longtemps, et Claude Laurent, il est peut-être maintenant temps de nous expliquer cette démarche donc auprès de la commission. Vous nous expliquez comment ça fonctionne. Il y a une commission de révision des condamnations pénales, et en fonction de l'avis de cette commission, la cour de révision est invitée à prendre une décision qui ne peut ne pas être la même que celle de la commission, c'est ça? Oui, à l'époque, la loi a changé en 2014 suite à l'affaire Leprince. On peut penser que l'affaire Leprince a joué un rôle très important, puisque la présidente de la commission des révisions était totalement en désaccord avec le fait que l'affaire n'a pas été renvoyée aux assises et qu'il n'y a pas eu de révision. Ouais. Elle a fait paraître un article, une interview dans le Nouvel Obs, disant que la justice n'était pas passée. Hein, clairement. Voilà. Et donc, suite à cela, il y a eu une enquête parlementaire sur cette question de révision qui a engendré la loi de 2014. Mais donc, pour répondre à votre question, en 2005, Roland Agré, qui avec son équipe Action Justice, a effectué une contre-enquête. Des avocats, Maître Chambon et un autre confrère ont déposé une requête, et sur la base de ces éléments, la commission de révision a travaillé 5 années. 5 années. Et je crois qu'on n'a jamais vu une juridiction d'instruction s'attacher avec autant de soin à trouver des éléments à décharge. Et on en a trouvé. Alors lesquels, justement? Alors, un élément extraordinaire, c'est que lors de la garde à vue et lors de l'instruction, était présent un auditeur de justice dont Martine Leprince avait été la nounou pendant 5 ans. Oui. Extraordinaire, parce que il a été entendu ensuite et il dit effectivement, j'ai dit qu'elle était gentille. Enfin, on peut penser que il y a eu une sorte d'incitation à la gentillesse pour Martine Leprince de la part de cet homme qui l'avait connu, et en plus il l'avait invité en 92, donc 2 ans avant les faits, à son mariage avec Denny Leprince, et elle était venue. D'accord. Donc de toute façon, juridiquement, cet élément est très très important. Et un autre élément, c'est que Martine Leprince a été entendue par la commission, et à cette occasion, elle déclare qu'elle a des troubles de mémoire, qu'elle ne se rappelle plus de rien. Donc, la commission des révisions lui propose une expertise psychiatrique qu'elle accepte. Et lors de cette expertise, qu'est-ce qu'elle va dire?
quelque chose d'impensable. Je ne me souviens pas, j'espère que je n'ai tué personne, je m'en veux d'avoir accusé Dany. Ces phrases ont été prononcées et répétées ensuite au juge qui lui a dit qu'il l'a reçu une deuxième fois en disant mais voilà. Donc sur la base de ces deux éléments, il est impensable qu'il n'y ait pas eu de révision. Pourquoi ? Parce qu'on a la preuve qu'il y a une interrogation très forte et des victimes. Les victimes, c'est-à-dire toutes ces familles, toutes ces familles qui attendent la vérité, qui attendent que la vérité passe. Et comme l'a dit Madame Anziani, la vérité n'est pas passée. Ouais. Alors on ajoutera, mais on y reviendra dans un petit instant après la pause, que pour le coup, plus tard, on a pu faire des recherches ADN, qu'on n'a jamais trouvé l'ADN, donc si j'ai bien compris, de Dany Leprince sur place. Jamais. Et jamais. Pire. Il y avait un ADN inconnu sur un couteau qui avait servi au massacre. C'est-à-dire que d'où cette idée qu'il y a peut-être quelque part un complice, et en tout cas que Dany Leprince soit coupable ou non coupable, il y aurait quelqu'un qui aurait pu être complice. L'arme de la feuille de boucher n'était pas la seule arme. Il y avait un couteau aussi. C'est ce que notre confrère du Monde à l'époque, Franck Johannes, avait raconté dans un livre qui était une sorte de plaidoyer d'ailleurs pour, en tout cas, pour qu'on révise ce procès, tout simplement. Qui s'intitulait Le Couteau Jaune, et que je vous recommande à tous et à toutes. 2 petites secondes de patience, Anne-Sophie Martin, une petite pause et je reviens à vous. Orange.fr. Bonne soirée et bel été avec RTL. Jacques Pradel sur RTL. Dans quelques secondes, nous prenons en ligne Christine Fournier, dont je parlais au début de l'émission, amie du couple Christian et Brigitte Leprince, présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Torigné-sur-Dué et membre d'Action Justice. Mais auparavant, je vous ai coupé la parole brutalement il y a quelques secondes, quelques minutes. Anne-Sophie Martin. Vous êtes pardonné, Jacques. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette affaire Leprince, il y a le sentiment que la justice passe vite.
qu'elle passe, que l'horreur des faits, en fait, conduit cet accusé à être déclaré coupable sans état d'âme. On a l'impression que ça passe assez aisément. Et à partir de là, l'engrenage arrive et on s'aperçoit que rien n'est propre, rien n'est net, rien n'est clair. Ni les témoignages qui ont pesé, ni même les difficultés dans lesquelles se serait retrouvé Dany Le Prince pour justifier de faire des crimes aussi effroyables. Et c'est vrai que c'est rare de voir autant de personnes militer. Je dis bien militer. Moi, j'ai longuement interviewé sa mère, par exemple, René Le Prince. C'était son combat, c'est le combat de sa fin de vie. Sa mère qui s'est suicidée en 2007. Absolument. Et on se disait quand même, une mère dont un fils aurait tué l'autre, elle peut pas être à ses côtés. Et René était convaincu que ce n'était pas Dany qui avait tué son frère. Et puis après, vous aviez des comités de défense, des comités locaux avec des gens très très engagés. Puis vient Roland Agré, effectivement, qui là déclenche une vaste contre-enquête, etc. Qui le sera bulldozer. Voilà, c'est le bulldozer. Roland, il mettait la gomme. Ouais. Hein. Et donc, voilà. Et lui, il va complètement retourner un peu pas mal de gens, dont des journalistes, qui vont faire des livres, etc. En apportant plein d'éléments qui font que l'affaire n'est plus du tout claire. Et c'est vraiment rarissime aussi de voir, in fine, la justice désavouer un peu ce que la justice a fait avant. Ça n'arrive presque jamais. On dit toujours que la justice valide en appel, en pourvoi, etc. dans les hautes sphères. Et en fait, cette affaire montre à quel point il y a un malaise, en tout cas très partagé par beaucoup de professionnels, sur le dossier Le Prince. Bah écoutez, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, on va saluer Madame Fournier. Bonjour, Madame. Bonjour Monsieur Pradel. Merci d'avoir accepté de donner votre sentiment aussi, parce que on avait envie et besoin d'avoir votre éclairage sur cette affaire. Où est-ce qu'on en est pour vous à l'heure d'aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui, nous travaillons toujours avec Maître Rémi Nougier, donc l'avocat de notre association, avec Action Justice. Oui. Donc on essaye de trouver la petite faille, la petite chose qui peut renclencher le processus. Et puis en parallèle, nous savons qu'il y a une procédure qui avait été lancée par Robert Le Prince, le papa de Dany et Christian, juste avant de décéder. Et on a entendu aussi parler de la procédure que lance la petite Solène, enfin la petite Solène qui est devenue grande aujourd'hui. Et qui elle-même lance une procédure judiciaire ? Oui. Elle relance. Elle a pris. Enfin, son avocat commence à travailler. Donc, on nous a dit qu'il y avait un lot de travail qui allait peut-être demander 2 années, mais a priori, il y a quelque chose de relancé de ce côté-là. Et j'y crois fort. J'espère énormément qu'on aboutira à quelque chose de ce côté. Alors, je disais, parce que on m'a donné l'information, vous étiez amis du couple Christian et Brigitte Le Prince ? Oui, nous étions amis et le soir du 4 septembre, nous avions rendez-vous. Un rendez-vous que l'on a loupé parce que mon anniversaire était le 3 septembre et on a tardé d'une journée pour rentrer de vacances et on s'est dit, bon, on se verra le 5 et c'est pas grave. Ouais. Sauf que le 5, quand on a ouvert la porte de la maison, le téléphone sonnait pour nous apprendre l'horreur. Et quel est l'élément dans ce dossier qui fait que vous êtes engagé à ce point ? Je rappelle donc, vous présidez l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Torigny-sur-Duay et vous êtes membre d'Action Justice également. Justement, la culpabilité. C'est cette proximité ? On se sent coupable de ne pas avoir été là ce soir-là. Et on s'est dit que peut-être que si on avait été là, ça ne serait pas arrivé. Oui. Donc c'est vrai que ça nous a travaillé beaucoup d'années. Et quand René est décédé, donc Dany nous a contactés à ce moment-là et nous a demandé de l'aide. Oui. Donc, et vous, voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis à créer ces associations et à essayer de faire un petit peu apparaître la vérité si on pouvait de notre côté et amener une pierre à l'édifice pour que cette affaire soit élucidée, quoi. Oui, et ne tombe pas dans l'oubli. Donc vous souhaitez, mais c'est vraiment une question, une réponse très courte que je vous demande, vous souhaitez évidemment qu'on aboutisse un jour à une procédure de révision ? Bien sûr. Et vous y croyez ? Vous pensez que c'est possible ? Oui. Honnêtement, oui. Et le travail de Madame Anzani était vraiment phénoménal. C'est vrai que ce jour-là, on y croyait fort. Bon, il y a eu une grande déception, mais on espère qu'un jour, oui, on reparte sur une révision, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Anne-Sophie Martin. Merci Maître Claude Laurent. Et voilà, donc j'espère qu'on a répondu aux interrogations de notre auditrice dont je parlais au tout début de l'émission, Chantal.